Euh, donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est dédié à l'électricité verte et aux garanties d'origine. Alors, comme on est très très nombreux et on est ravis lors de ce webinaire, on vous demandera simplement de ne pas activer vos microphones. Merci beaucoup. On aura une session questions-réponses à la fin. On a vraiment prévu du temps pour cela. Et on va procéder par écrit parce que sinon, ça va être compliqué d'échanger avec tout ce monde. Déjà, est-ce que vous pouvez nous indiquer dans le chat si vous nous entendez bien? Super. Bon, ça fonctionne bien, c'est parfait. N'hésitez pas à nous dire si c'est des problèmes de son. Et on va attendre que les dernières personnes se connectent et on va commencer dans quelques instants. Merci Philippine. Alors écoutez, je vous propose de commencer. Donc c'est un webinaire qui est organisé par notre entreprise, donc Carbone 4, qui est un cabinet de conseil. Donc on va commencer par se présenter avec Célia. Donc, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Juliette Deck, je suis manager chez Carbone 4 et je m'occupe du pôle qui s'occupe de la performance climat au sein de Carbone 4, c'est-à-dire accompagner les entreprises vers la neutralité carbone et donc toute la question de l'électricité verte et des garanties d'origine, bien sûr, se pose lorsqu'on s'intéresse à sa stratégie carbone. Et moi, Célia Foulon, donc je suis consultante chez Carbone 4, dans le même pôle que Juliette notamment, donc performance climat, et aussi dans le pôle mobilité. Voilà. Donc on va commencer simplement par vous représenter qui nous sommes Carbone 4. Donc Carbone 4, on est un cabinet de conseil qui a été créé en 2008 par deux associés cofondateurs que sont Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, et on a été rejoint l'année dernière par Laurent Morel, qui était ancien PDG de Clépierre, une entreprise du CAC 40. Donc Carbone 4, qui nous sommes? Nous répondons à toutes les questions que se posent nos clients, donc notamment les entreprises, mais pas que, aussi des institutions publiques et des territoires, pour leur permettre d'appréhender l'ensemble des risques et opportunités associés à la transition énergétique et climatique. Et en somme, notre objectif, c'est de permettre à tous ces acteurs de devenir des champions de la transition énergétique avec une grande rigueur méthodologique et évidemment beaucoup d'enthousiasme. Et donc, on a deux grands volets d'action. On accompagne les entreprises vers ce qu'on appelle la neutralité carbone. Et donc là, notre webinaire est au cœur de cet aspect-là. Mais on accompagne aussi les entreprises notamment vers ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut adapter notamment nos infrastructures et toutes nos activités aux conséquences physiques du changement climatique. Voilà, aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes, on est basé à Paris et on est ravis de vous accueillir. Voilà, on a une grosse activité de publication qui est disponible sur notre site internet carbone4.com et c'est dans ce cadre-là qu'on organise ce webinaire sur le sujet garantie d'origine. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, donc aujourd'hui, là au sein des personnes qui assistent à ce webinaire, il y a beaucoup d'entre vous qui sont au sein des directions notamment développement durable, mais pas que, des entreprises, et évidemment dans le cadre des stratégies RSE des entreprises, il y a la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça s'appelle les stratégies d'atténuation. Et donc, dans le cadre de cette stratégie d'atténuation, à un moment, vous êtes forcément posé la question de ah bah tiens, est-ce qu'on doit acheter de l'électricité verte, notamment via des garanties d'origine. Donc, ça répond à un double objectif, c'est-à-dire un, réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à l'activité, et deux, soutenir le développement des énergies renouvelables. Donc, nous, Carbone 4, on a souhaité se pencher un peu plus précisément sur ce sujet. Et en fait, le résultat de notre analyse, c'est que l'outil qu'on appelle garantie d'origine, donc qui permet d'acheter des contrats d'électricité verte, on en aura dans le détail, présente quand même d'importantes lacunes qu'il est important de souligner. Et donc, il faut faire un peu attention quand on l'utilise pour savoir, voilà, qu'est-ce que ça permet vraiment de faire et comment surtout je peux l'intégrer au sein de ma stratégie carbone et plus largement de ma stratégie climat.
Donc, les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui avec vous, c'est qu'est-ce qu'on appelle une garantie d'origine? On revient vraiment sur la base, de quoi on parle. 2, quel est l'impact aujourd'hui réel des garanties d'origine sur le développement des énergies renouvelables en France et en Europe? Donc là, c'est Célia qui va vraiment vous présenter un peu qu'est-ce qu'on a trouvé comme conclusion. Et enfin, on parlera du coup de comment, si je suis aujourd'hui une entreprise ou même un particulier, comment je peux prendre en compte cette électricité verte et ces garanties d'origine au sein de ma stratégie carbone, comment je compte. On va rentrer vraiment dans le détail des différents postes d'émissions de gaz à effet de serre, notamment sur le scope 2, et qu'est-ce que nous, Carbone 4, on juge comme pertinent de faire, notamment quand on se fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, on abordera un dernier point qui est du coup, comme on va se rendre compte que les garanties d'origine, c'est pas l'alpha et l'oméga du développement des renouvelables, notamment en France, comment est-ce que, en tant qu'entreprise ou individu, on peut participer un peu plus directement au développement de l'électricité renouvelable avec d'autres mécanismes. Voilà. Donc, donc simplement pour dire que ce webinaire est directement lié à une publication qu'on a publiée il y a quelques temps maintenant, qui est disponible en français et en anglais sur notre site Carbone 4. Donc j'en profite pour souligner que voilà, Carbone 4, nous, on a vraiment à cœur de faire de nombreux développements méthodologiques, d'être un peu à l'avant-garde de ce qui va suivre en termes pour accompagner nos clients dans leur stratégie carbone. Et donc, on fait de nombreuses publications sur notre site, donc je vous invite fortement à aller regarder. Alors, donc, le programme d'aujourd'hui, comme on le disait, donc, qu'est-ce qu'une garantie d'origine? Les garanties d'origine, est-ce qu'elles servent vraiment au développement des ENR aujourd'hui? Comment on fait pour les intégrer dans une stratégie climat d'entreprise? Et évidemment, il s'agit d'un webinaire aujourd'hui, donc on laissera un fort moment d'échange avec une session questions-réponses sur, on espère, la moitié de notre session. Et évidemment, ça va durer 1 heure. Donc, on clôturera les échanges à 18 h. Alors, on va essayer de comprendre ensemble ce qu'est vraiment une garantie d'origine. Et donc, tout d'abord, un petit rappel pour tous ceux qui viennent d'arriver. On répondra aux questions à la fin, comme on l'a dit lors de la session. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat au fur et à mesure pour qu'on en garde une trace. Et surtout, s'il vous plaît, n'activez pas vos micros. Voilà. Alors, une garantie d'origine, qu'est-ce que c'est? Donc, une garantie d'origine, c'est la garantie que pour 1 MWh d'électricité soutirée sur le réseau et donc consommée, il y a 1 MWh d'électricité renouvelable qui est injectée sur un réseau. Quand on parle de renouvelable, on parle par exemple de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique et de beaucoup d'autres sources que je vous ai mises sur cette slide. Et donc, ce qu'il est très important de savoir pour les garanties d'origine, c'est qu'une garantie d'origine, elle peut être vendue séparément de l'énergie. Donc, ça veut dire que peu importe le fournisseur chez qui vous achetez votre électricité, vous pouvez acheter une garantie d'origine à quelqu'un d'autre. Alors ça, en fait, c'est dû au fait que le réseau, il est commun, donc l'électricité, elle est mélangée. Donc, quand on consomme de l'énergie, tout le monde consomme la même électricité. On ne peut pas savoir d'où elle vient et si elle est renouvelable ou non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ont été créées les garanties d'origine. Donc, en fait, vous pouvez l'acheter à n'importe qui et acheter en plus une garantie d'origine pour dire que ce que vous avez consommé sera noté comme énergie renouvelable. Alors, combien ça coûte? C'est assez difficile de savoir puisque le prix se négocie de gré à gré auprès des producteurs d'énergie, d'électricité. Mais en général, ça tourne entre 20 centimes et 5 € le mégawattheure. Donc voilà, pour comparaison, le prix gros d'électricité, c'est en 2018 en moyenne, puisque ça varie énormément, c'était à peu près 50 € le mégawattheure. Et en fait, le prix, il est vraiment extrêmement dépendant de la demande, du type d'infrastructure, de l'âge de l'infrastructure et de la localisation. Donc, ça varie énormément selon les pays, puisqu'on le verra, les garanties d'origine peuvent s'échanger au sein de l'Europe. Et vraiment de la demande. Donc, s'il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent des garanties, le prix sera plus important. Et donc, il y a certains fournisseurs qui proposent des garanties d'origine avec directement liées aussi à la production. Et comme le dit Célia, il y a aujourd'hui une grosse offre de la part des fournisseurs qui est déconnectée de la production réelle des renouvelables. On garantit juste que cette même quantité consommée verte a été injectée sur le réseau. Voilà.
On espère que c'est clair parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre comme concept. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reviendra dessus à la fin. Alors, au niveau du cycle de vie d'une garantie d'origine et donc le fonctionnement d'une garantie d'origine, elle a une durée de vie de 12 mois. Donc en fait, le producteur, lorsqu'il produit de l'électricité, il a 5 mois pour le déclarer à PowerNext, qui est l'organisme garant du suivi de l'annulation, et de l'expiration des garanties d'origine en France. Donc, au bout de ces 5 mois maximum, il faut qu'il les ait déclarés avant. Et ensuite, PowerNext va gérer tous les transferts pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double compte, etc. Et donc, jusqu'à 12 mois après la production de l'électricité, la garantie d'origine peut être vendue. Quand elle est vendue, on dit qu'elle est annulée. Et si elle n'est pas vendue et il y a personne qui a voulu l'acheter, elle arrive à expiration. Et dans ce cas-là, elle est ajoutée au mix résiduel. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'est le mix résiduel, on pourra y revenir à la fin. Donc maintenant, on va essayer de comprendre un peu quel est le rôle des garanties d'origine dans le développement des ENR vraiment à proprement parler. Donc tout d'abord, comme vous l'avez vu, faut remettre un peu dans son contexte, les garanties d'origine, c'est très peu cher par rapport au prix de l'énergie et par rapport au prix d'une nouvelle infrastructure d'électricité renouvelable. Évidemment, c'est pas le levier principal de développement d'infrastructures. Le principal levier financier, ça va être tout ce qui est aide publique, donc notamment les tarifs de rachat et les compléments de rémunération qui sont accordés par l'État. Mais si vraiment on s'intéresse à l'effet des garanties d'origine, qui ont le mérite d'exister, donc on a un graphique ici qui vient de PowerNext, donc je vous disais l'organisme garant des garanties d'origine, du registre des garanties d'origine. Et donc en fait là, vous avez les répartitions des garanties d'origine qui ont été émises en 2017 selon les années des infrastructures et le type d'infrastructure. Donc en bleu par exemple, c'est tout ce qui est infrastructure hydraulique. Et donc vous voyez que c'est l'énorme majorité des garanties d'origine qui ont été émises en 2017 et qu'en plus c'est des centrales hydrauliques qui datent des années donc avant 1980. Alors pourquoi ça? En fait, c'est parce qu'il y a une interdiction du Code de l'énergie pour un producteur qui toucherait déjà des aides publiques d'émettre des garanties d'origine. Donc en fait, tous les nouveaux producteurs d'énergie renouvelable, toutes les nouvelles infrastructures ne peuvent pas aujourd'hui bénéficier des garanties d'origine. Alors ça va évoluer, on y reviendra plus tard. Et en Europe, donc comme je vous le disais, le système des garanties d'origine, il est européen. Donc vous pouvez acheter des garanties d'origine des autres pays d'Europe qui participent au système, tout comme les autres pays peuvent acheter des garanties d'origine françaises. Et donc en Europe, en fait, ça dépend énormément des législations selon les pays. Chaque pays a des lois différentes et des utilisations différentes des garanties d'origine. Donc au niveau européen, c'est AIB qui gère le registre des garanties d'origine. Et donc là, on a des données qui viennent du rapport annuel de l'AIB de 2016 qui montrent pour chaque pays, donc en gris, les productions d'électricité renouvelable, en bleu, les garanties d'origine qui ont été émises, et en orange, les garanties d'origine qui ont été annulées, donc ça veut dire qui ont été achetées. Donc on compte aussi les importations. Et donc si vous regardez des pays comme l'Allemagne, donc il y a une très forte production de renouvelables, et on voit qu'il y a une toute petite partie seulement de cette production de renouvelables qui fait l'objet de garanties d'origine. Alors c'est parce qu'en fait ils ont les mêmes lois que celles dont je vous parlais en France qui empêchent certains producteurs de bénéficier des garanties d'origine puisqu'ils ont d'autres aides plus avantageuses. Et donc cette faible émission de garantie d'origine ne suffit pas à répondre à la demande des entreprises. Donc on voit qu'il y a une forte importation et un achat dans d'autres pays. Et dans d'autres pays comme par exemple la Norvège, où là on voit que la Norvège, le système est très utilisé. Quasiment la totalité de l'électricité renouvelable produite en Norvège fait l'objet de garanties d'origine, mais c'est trop par rapport à la demande dans ce pays-là, la demande locale. Donc la Norvège exporte beaucoup de garanties d'origine. Donc voilà, donc vraiment on voit que ça dépend des pays. Il y a d'autres pays qui sont dans le même cas que l'Allemagne où vraiment très peu de producteurs bénéficient des garanties d'origine. Et il y a des pays comme la Norvège, l'Autriche, la Finlande où c'est assez développé. Mais dans
dans la majorité des pays, les sources renouvelables, évidemment, c'est plutôt l'hydraulique, puisqu'aujourd'hui, c'est une des sources majoritaires dans les pays, sauf l'Espagne, où il y a vraiment beaucoup d'éoliens. Et l'Espagne, vous le voyez ici sur le graphique, c'est un pays qui a rejoint le système des garanties d'origine il n'y a pas très longtemps. Donc là, les données datent de 2016 et l'Espagne venait de rejoindre le système, d'où le fait qu'il n'y ait pas encore de garantie d'origine achetée par l'Espagne, puisque c'était trop récent. Mais on voit que pour la première année, ils ont vraiment une bonne adhésion de la part des producteurs qui ont quasiment tous demandé à émettre des garanties d'origine. Voilà. Donc, après tout ce qu'on a vu, vous pouvez vous dire, d'accord, donc en fait, c'est peut-être pas top d'acheter des garanties d'origine puisque on a vu que ça sert pas vraiment à développer de nouvelles infrastructures. Mais en fait, faut être plus attentif parce que les choses sont pas fixées et peuvent vraiment évoluer. Donc en France, depuis janvier 2019, il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur qui permet la mise aux enchères au bénéfice de l'État des garanties d'origine émises par les infrastructures qui bénéficient d'aides publiques. Donc c'est les infrastructures dont je vous parlais tout à l'heure, les nouvelles infrastructures qui n'ont pas le droit qui jusqu'ici n'avaient pas le droit de bénéficier des garanties d'origine, qui en fait vont pouvoir maintenant émettre des garanties d'origine, les vendre aux enchères, et tout l'argent qui sera généré par la vente de ces garanties d'origine sera réinvesti par l'État dans les aides publiques qui bénéficient à la construction de nouvelles infrastructures renouvelables. Donc, à partir de janvier de cette année, toutes les garanties d'origine émises par des nouvelles infrastructures seront plus vertueuses et permettront réellement le développement de nouvelles infrastructures. Donc là, on rentre vraiment dans une loi constructive qui permet aux garanties d'origine d'avoir un impact concret. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, le prix est pas forcément extrêmement important, mais en fait, il est vraiment drivé par la demande. Donc, si la demande augmente, si demain il y a encore plus d'entreprises qui demandent des garanties d'origine, le prix augmentera aussi et peut-être que l'aide sera de plus en plus significative pour les producteurs. Et enfin, il y a une nouvelle loi qui a été, dont on a parlé il y a très peu de temps, qui devrait arriver pour 2021. Et en fait, cette loi veut que l'achat de garanties d'origine soit corrélé non plus annuellement, mais au moins mensuellement, voire à l'heure près, si vraiment on arrive à pousser cette loi jusqu'au bout du bout. Mais en gros, l'idée c'est que si vous achetez, si vous consommez de l'énergie en août, aujourd'hui vous pouvez acheter une garantie d'origine de l'année. Maintenant, si cette loi passe, vous serez obligé d'acheter une garantie d'origine d'août. Donc, pour créer une tension plus importante sur les prix, puisque là, il y a certains mois, certaines heures où la demande en énergie est plus importante et où potentiellement il n'y aurait pas assez de garanties d'origine correspondant vraiment à cette demande pour répondre aux besoins des entreprises. Donc là, il y aurait une tension plus forte sur les prix. Voilà. Il y a une question à laquelle on peut peut-être répondre tout de suite. Est-ce que tu sais quelle est la loi mentionnée justement pour la partie mise aux enchères? Alors, je n'ai plus pour la partie mise aux enchères. Oui. J'ai plus les noms des lois tout de suite, mais je vais les chercher. Je vous les donnerai à la fin. Parfait. Donc, on revient vers vous à la suite ou ensuite par mail avec grand plaisir. Donc voilà, donc là, le diagnostic est assez clair, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à date, les garanties d'origine ne permettent pas de développer de nouvelles capacités de production renouvelables, en tout cas pas en France, hein, on finance vraiment quasiment exclusivement des anciennes centrales hydrauliques. En revanche, comme le mentionne Célia, les choses peuvent évoluer, c'est pas une situation qui est gravée dans le marbre, et peut-être qu'à terme, les garanties d'origine pourraient jouer un rôle plus prégnant dans le développement du renouvelable. Donc ça, c'est vraiment le diagnostic qu'on a eu à la suite de notre étude. Donc maintenant, on va vraiment regarder, d'accord, donc si je suis une entreprise, comment je peux intégrer cet objet-là dans le cadre de ma stratégie climat, surtout par rapport à mon objectif de réduction de mes émissions de gaz à effet de serre. Donc on va se plonger là-dedans. Donc d'abord, un petit récap, c'est-à-dire que quand j'achète des garanties d'origine, ça peut avoir un effet sur mon bilan carbone sur certains postes.
Donc là, c'est pour vous rappeler, hein, dans la comptabilité carbone, je pense que vous êtes à peu près tous et toutes familiers de ce sujet, on différencie les émissions de gaz à effet de serre liées à une activité, par exemple, d'une entreprise, en différents scopes, qu'on appelle le scope 1, le scope 2, le scope 3. Donc le scope 1 regroupe toutes les consommations d'énergie en direct, donc notamment, par exemple, si vous possédez des bâtiments, les émissions liées au chauffage. Le scope 2, ça va être les émissions d'énergie indirecte, donc notamment tout ce qui est les consommations d'électricité, de froid et de chaleur, où les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas lieu sur vos sites, mais là où, mais au niveau des centrales de production. Mais c'est quand même à votre main, donc on dit que ça c'est toujours le périmètre direct, scope 1 et 2. Et enfin, il y a le scope 3, donc ça c'est tout ce qui est vos émissions dans votre chaîne de valeur, que ce soit au niveau de vos fournisseurs, c'est ce qu'on appelle le scope 3 amont, ou que ce soit au niveau de vos clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scope 3 aval. Et donc, on prend en compte dans ce scope 3 l'ensemble des émissions associées, par exemple, aux matériaux que vous achetez, la façon dont ils sont transportés jusqu'à vos sites et usines. Et sur la partie scope 3 aval, on va prendre en compte aussi la partie, si vous vendez des produits et services, comment ils sont transportés auprès de vos clients, comment est-ce qu'ils sont utilisés chez le client final, et on va jusqu'à la fin de vie de tous les produits et services associés. Donc là, si on regarde le sujet garantie d'origine, en fait, on va jouer sur deux postes. Attention, il ne faut pas oublier le scope 3. Donc, on va évidemment jouer sur le scope 2, à savoir la consommation d'électricité, mais on va aussi jouer sur un poste qui est souvent oublié dans les bilans carbone du scope 3, qui est l'amont de l'énergie. Parce qu'on va le voir, même quand on achète une électricité qui est 100% renouvelable, il n'y a pas de magie dans la nature, il y a toujours des émissions de gaz à effet de serre associées, et ça se voit dans le scope 3 amont de l'énergie. Donc, en fait, quand on calcule les émissions qui sont liées à l'électricité et à l'amont de cette électricité, on a deux façons de calculer ce fameux poste scope 2. Une approche qu'on appelle location-based et une approche qu'on appelle market-based. Quand on prend l'approche location-based, en fait, on considère vraiment les émissions. Donc, je suis connectée au réseau. Le réseau, c'est mon réseau national ou régional. Et donc, je vais considérer le fait que je consomme de l'électricité qui est produite à l'endroit, enfin, qui est produit dans un endroit. Et donc, je vais regarder, par exemple, le mix électrique, le facteur d'émission de l'électricité du pays dans lequel je me fournis de l'électricité. Donc, ça, c'est vraiment l'approche location-based. Donc, par exemple, si j'ai des bâtiments en France, je vais prendre en compte le facteur d'émission de l'électricité en France, donc qui est principalement basé sur du nucléaire, donc assez bas carbone. Si je prends en compte, si j'ai des bâtiments en Allemagne, avec l'approche location-based, je vais prendre en compte le mix électrique allemand, donc qui est plus élevé notamment que le mix électrique français. Ça, c'est vraiment la vision. Je regarde vraiment où je suis installée en tant que pays, en tant que géographie. La deuxième approche, market-based, c'est si on a les données de la partie fournisseur. Donc là, on sait par exemple que je me fournis auprès de tel fournisseur et le fournisseur me communique son propre mix électrique, donc qui peut être différent du mix national. Et donc, on a le droit aussi d'utiliser cette approche. Et donc, si j'achète des garanties d'origine, j'ai le droit de reporter, notamment en scope 2, en approche market-based, 0. Parce que je considère que je suis sur un mix renouvelable. Et donc, le renouvelable en post-scope 2, c'est-à-dire la combustion, c'est 0. Attention, même en garantie d'origine, tout n'est pas égal à 0, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, l'énergie n'est pas magique, il y a toujours des émissions de gaz à effet de serre associées, et donc notamment sur la partie amont, par exemple des panneaux solaires, il a bien fallu les fabriquer quelque part, ça génère des émissions de gaz à effet de serre, et c'est bien ce qu'on compte dans la partie amont, donc c'est bien ce fameux scope 3 amont. Voilà, donc il y a vraiment ces deux façons de faire. Et donc, ça c'est les deux possibilités. Maintenant, si on regarde la réglementation, parce qu'il est bien sûr très tentant de n'avoir qu'une approche en market-based, si on a des garanties d'origine, parce que ça vient annuler le scope 2 sur la partie électricité. Mais ce que nous disent les normes et ce qu'on recommande nous très 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 chaudement, c'est vraiment de se baser sur une vision market-based que si on publie également ce reporting en vision location-based. Pourquoi? Parce que ça prend en compte le fait que quand on n'est pas en autoconsommation, on se branche bien sur un réseau électrique et c'est impossible de dissocier les électrons s'ils viennent d'un électron renouvelable ou d'un électron fossile ou nucléaire. Ça, c'est impossible.
Donc en fait, ça vraiment, ça pousse à prendre en compte le fait qu'on consomme bien de l'électricité et que dans le cadre d'une stratégie notamment carbone, bah, il faut autant réduire sa consommation que décarboner les sources d'approvisionnement. Et donc je me permets d'insister un tout petit peu, il y a eu une évolution notamment de la norme ISO en 2019, la norme 14064, qui publie des éléments méthodologiques concernant justement le reporting carbone. Et donc cette norme ISO dit bien que c'est obligatoire de reporter ces émissions de gaz à effet de serre en approche location-based et qu'il est autorisé, à titre complémentaire, de reporter également en approche market-based. Et donc, si on a des garanties d'origine, d'électricité notamment, on a le droit d'indiquer 0 au prorata de la part de l'électricité qui est couverte par les garanties d'origine. Voilà, donc ça c'est pour pour faire le bilan des recommandations. C'est-à-dire qu'il faut vraiment séparer la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de cet outil des garanties d'origine qui est très bien pour le développement et on l'espère plus dans l'avenir du développement de nouvelles capacités renouvelables. Mais donc on conseille vraiment de fonder sa stratégie carbone et surtout de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur une vision à la fois location-based et market-based. Ça, c'est très important. Et par ailleurs, rien ne vous interdit, si vous travaillez pour une entreprise, de publier dans le cadre de vos reporting annuels le pourcentage d'approvisionnement en renouvelable, en comptant non seulement la partie sous garantie d'origine et en comptant aussi, mais en séparé, le pourcentage de renouvelables du réseau sur lequel vous vous fournissez si vous comptez en location-based. D'accord? Et donc ça, c'est évidemment important, notamment si une entreprise a envie de se fixer une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Forcément, il est très tentant de le faire en market-based. Et d'ailleurs, l'initiative Science Based Targets, pour l'instant, l'autorise de faire une approche en market-based. Nous, Carbone 4, on conseille à tous nos clients surtout de ne pas forcément faire ça et de se fixer un objectif aussi compatible avec la méthode location-based. Voilà, donc on espère que c'est clair pour vous, on pourra y revenir à la fin. Donc si on s'éloigne un tout petit peu de ce sujet, enfin si on dézoome par rapport à ce sujet garantie d'origine, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est important de baser sur du location-based, c'est-à-dire de pas seulement regarder la partie ENR, c'est qu'évidemment, comme vous le savez, aujourd'hui, pour faire de l'atténuation, c'est-à-dire réduire de façon très très forte nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, notamment pour atteindre la neutralité, il faut jouer sur 3 volets différents. Le premier, c'est la sobriété, c'est-à-dire de faire qu'on a besoin de moins d'énergie pour vivre tout simplement ou pour développer nos activités. Donc c'est vraiment travailler sur nos besoins. Par exemple, le télétravail, ça permet de répondre aux besoins, c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de me déplacer pour aller travailler. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième pilier de l'atténuation, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire avec la même fonction de sortie, le même produit de sortie, le même service, j'ai utilisé moins d'énergie parce que j'ai des équipements plus efficaces, parce que j'ai des processus industriels plus efficaces. Ça, c'est un volet qui est très, très important aujourd'hui dans les stratégies, notamment de l'Agence internationale de l'énergie, pour arriver au niveau global à une trajectoire compatible de degrés. Et le troisième pilier, c'est bien sûr cette énergie bas carbone, c'est-à-dire que pour chaque kilowattheure consommé, j'ai envie que derrière, il y ait moins de CO2 associé au fil du temps. Et donc ça passe évidemment par le développement des énergies renouvelables. Et donc c'est pour ça qu'on dit faites attention à l'utilisation de ce market-based. Dans la vraie vie, in fine, il ne faut pas seulement substituer de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable. Il faut aussi et surtout baisser notre consommation et la demande d'énergie au niveau global. Et donc c'est pour ça qu'une approche de long terme basée sur le location-based est si importante, c'est qu'in fine, il faut aussi que tout le monde réduise ses besoins en énergie. Donc ça, c'était pour zoomer sur le premier pilier. Et donc, je vous invite aussi à partager une réflexion qu'on a en ce moment au sein de Carbone 4 sur la neutralité pour vraiment se dire, voilà, si je suis une entreprise et que j'ai envie de m'inscrire dans le cadre de la neutralité carbone, qui est l'objectif aujourd'hui de la France, je peux jouer sur les garanties d'origine, mais plus largement, sur quels piliers, sur quelles actions je peux aussi jouer. Donc ça, c'est
une démarche qu'on a lancée. On a lancé une initiative qui s'appelle la Net Zero Initiative et qui vise à définir, avec tout un consortium d'acteurs et un comité scientifique, qu'est-ce que ça veut dire une méthodologie de neutralité carbone pour une entreprise. Et donc, on est aujourd'hui là avec un consortium, notamment avec des entreprises comme Orange, RATP, Engie, L'Oréal, etc. Et on accueille de nouveaux sponsors. Et donc, Célia, je t'invite à simplement mettre tous les... Voilà. Donc, simplement, on dit en fait que une entreprise, pour aller vers la neutralité carbone, il faut qu'elle joue sur 3 piliers différents. Le premier, le bleu clair, sur le premier reduce, donc c'est lui qui indique Célia avec la flèche, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'une entreprise peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre le plus possible pour être compatible avec l'alignement de degrés. Donc ça, je travaille vraiment sur mes émissions, et je travaille sur mes émissions incluant le scope 3. Et donc ça, c'est compatible si, par exemple, vous vous fixez un objectif de SBT, c'est-à-dire Science Based Targets, je m'engage à réduire mes émissions et je suis compatible avec l'accord de Paris. Donc là-dessus, c'est de ça dont on parle quand on parle du location-based. Pour être neutre en carbone et pour s'engager dans une trajectoire de contribution à la neutralité, c'est important cette notion de trajectoire. Il y a aussi 2 autres leviers qu'on peut engager si je suis une entreprise. Le premier, c'est l'autre volet reduce, donc le bloc en bleu foncé. C'est est-ce que je peux permettre à mes clients ou mes parties prenantes dans ma chaîne de valeur de réduire mes émissions. Et ça, c'est ce qu'on appelle les émissions évitées, avoided emissions. Donc là, c'est par exemple si je réalise des produits plus performants, je vais peut-être permettre à d'autres acteurs de réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Donc, je fais faire des émissions évitées au système. Ça, c'est un premier poste très intéressant pour développer des produits et services qui sont compatibles avec la transition énergétique. Et enfin, le 3e pilier de cette comptabilité à triple entrée, c'est ce qu'on appelle la séquestration carbone. C'est le fait que aujourd'hui, et c'est ce que prévoit l'objectif de la France de neutralité en 2050, il faut évidemment réduire le plus vite possible et de façon extrêmement drastique les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut quand même déjà anticiper à ce stade les puits de séquestration qui vont nous permettre d'être à l'équilibre à horizon 2050, parce qu'il restera toujours un talon d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faudra compenser en séquestrant du carbone. Et donc là-dessus, les entreprises peuvent aussi développer dès maintenant des projets de séquestration, par exemple des projets via la reforestation, qui permettent in fine de s'engager vers une trajectoire de neutralité et de contribuer à la neutralité, notamment en France. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une vision un peu plus macro, c'est-à-dire que voilà, il y a l'électricité verte et les garanties d'origine, c'est un instrument, mais c'est un instrument sur une vision qui doit être plus globale et qu'on propose notamment via cette vision-là de la trajectoire de neutralité carbone. Et aujourd'hui, on fait des tests auprès des entreprises qui sont volontaires pour tester, voilà, avec elles, quelle serait leur comptabilité à triple entrée sur ce modèle-là et comment elle pourrait s'inscrire dans la neutralité carbone. Donc, si vous êtes intéressé, évidemment, n'hésitez pas. Donc, le dernier point, c'est le fait de dire, OK, donc j'ai compris qu'aujourd'hui, le fait de faire de l'électricité verte avec des garanties d'origine, c'est pas la panacée pour le développement des renouvelables. C'est assez dangereux de privilégier une approche pure market-based. Et d'ailleurs, c'est pas autorisé normalement par les réglementations internationales, normalement par l'ISO. Mais moi, en tant qu'entreprise, j'ai quand même peut-être envie de développer du renouvelable et de m'engager vers un approvisionnement renouvelable, même si c'est pas forcément corrélé avec les émissions de gaz à effet de serre du pays. Donc ça, je vais repasser la main à Célia. Alors, il y a plusieurs leviers d'action si vous voulez avoir un impact plus important que simplement les garanties d'origine. Premièrement, vous pouvez financer directement la construction d'une nouvelle source de production et être autoconsommateur ou non. Donc ça, il y a par exemple Ikea qui le fait déjà. Enfin, c'est vraiment un moyen possible. Après, il y a la mise en place de PPA, donc c'est des Power Purchase Agreements. Il y a 2 types de PPA, les PPA physiques, où vous êtes vraiment connecté à la structure que vous financez, et des PPA virtuels. Donc, on pourra revenir sur les PPA si vous ne savez pas ce que c'est. Et ensuite, parce que toutes ces 2 solutions coûtent quand même assez cher,
c'est un engagement sur le long terme, etc. Donc tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'engager à ce point-là. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez simplement faire du lobbying auprès des décideurs et afficher publiquement votre engagement et votre volonté de voir plus de renouvelables émerger, puisque c'est assez important et ça guide quand même les décisions des décideurs publics. Voilà. Donc une petite slide récapitulative. Donc en conclusion de tout ce qui s'est dit, donc une garantie d'origine, c'est 1 MWh d'électricité renouvelable qui est injecté sur le réseau en échange d'1 MWh d'électricité qui est consommé. Ça ne sert pas vraiment encore à développer de nouvelles infrastructures renouvelables, même si ça assure un financement supplémentaire pour certaines centrales, notamment des centrales hydrauliques. Aujourd'hui, malheureusement, seuls 1% des garanties d'origine sont émises par des installations construites après 2015, mais comme on l'a vu, ça va sans doute changer et ce sera plus efficace dès cette année. Et donc, pour conclure, notre conseil, c'est vraiment, comme le disait Juliette, de baser votre stratégie sur une méthode location-based pour qu'elle soit plus cohérente et pas uniquement basée sur les garanties d'origine. Et comme je vous le disais à l'instant, si vous voulez soutenir le développement de renouvelables, n'hésitez pas à faire des PPA ou de l'autoconsommation. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc n'hésitez pas à les poster dans le chat. Alors, merci beaucoup pour toutes vos questions. On va essayer de les prendre une par une. Alors, attendez, est-ce que ça remonte le chat? Pensez-vous? Oui. Alors, un prix forward looking pour les garanties d'origine, donc la question de Monsieur Guillaume Pérez, je pense que ça sera. Enfin, c'est compliqué d'avoir cette vision-là, parce que c'est vraiment une histoire d'offre et de demande, et c'est des contrats qui se fixent en gré à gré. Donc, c'est compliqué de se dire quel sera le prix demain. On l'espère. Éventuellement, s'il était plus élevé, ça serait plus intéressant pour le développement des ENR. Alors, la question de Gauthier Lestrade. Ah mince, à chaque fois, je suis ça revient. Alors, en quoi acheter une garantie d'origine permet de réduire concrètement l'impact carbone d'une structure, étant donné que cette dernière ne va pas forcément consommer de l'énergie d'origine renouvelable? Donc, effectivement, donc c'est bien le point qu'on soulignait. C'est le fait que une garantie d'origine, c'est la garantie que 1 MWh, quand on a une garantie d'origine sur 1 MWh consommé, c'est la garantie que 1 MWh renouvelable a été injecté sur le réseau. Donc effectivement, en fonction des mix électriques des pays, ça évite plus ou moins des émissions de carbone. En France, par exemple, le nucléaire, c'est une énergie qui est décarbonée, d'accord? La production fissile, donc pas fossile, le nucléaire ne produit pas de CO2, hein, d'accord? C'est l'uranium qui se brise, d'accord? Donc il n'y a pas de CO2 associé au nucléaire. Donc effectivement, c'est vraiment le développement, enfin c'est l'injection de renouvelables dans le réseau. Et donc en fait, les mécanismes de garantie d'origine qui du coup autorisent les entreprises à reporter zéro en market-based, c'est évidemment une incitation auprès des entreprises pour avoir recours à ces garanties d'origine, parce qu'effectivement, c'est une très forte incitation à avoir zéro en scope 2 pour les entreprises que d'avoir des garanties d'origine. Mais on est d'accord que ça ne vient pas directement baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est un mécanisme incitatif. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, attention, on privilégie d'abord l'approche location-based, qui est beaucoup plus proche d'une vision des flux physiques. C'est-à-dire qu'à un moment, on se connecte bien au réseau, et il faut bien que le réseau approvisionne sur l'ensemble des électrons qui sont fournis. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, il y a beaucoup de questions. On vous remercie. L'approche par fournisseur market-based n'est-elle pas interdite? Donc, c'est ce qui est conseillé par l'ISO, c'est-à-dire qu'on ne peut reporter en market-based que si on peut reporter également, parce que si on reporte également en location-based. Donc, il y a vraiment une obligation d'avoir un double reporting scope 2. Ça, c'est important. Comme tous les réseaux... Ah, pardon, ça c'est... Chaque fois... Je vais revenir. Comme tous les réseaux sont interconnectés, pourquoi ne pas simplifier tout ça et utiliser un facteur d'émission moyen européen et donc 100% location based au niveau européen pour tous?
Donc effectivement, aujourd'hui, il y a quand même donc il y a effectivement la production par pays, et ensuite il y a effectivement le fait que le système européen est interconnecté, et donc il y a des échanges d'électricité, comment qui se font aux frontières. Après, aujourd'hui, la norme, c'est que les personnes utilisent le facteur d'émission du pays parce que ça reflète quand même la capacité installée aujourd'hui dans les pays, et donc ça reflète le fait que le mix électrique n'est pas du tout le même en Allemagne qu'en France, qu'en Italie ou qu'en Espagne. Donc c'est quand même plus proche de la réalité physique que de prendre en compte, à mon sens, le facteur d'émission du pays et non pas d'une plaque géographique. Alors, Page 18. Je l'ai perdu. C'était considérez-vous bien le nucléaire comme une énergie décarbonée? lors de ce bilan, Il y a souvent un amalgame entre ENR et production décarbonée. oui, donc quand on parle de décarboner, donc c'est toutes les énergies qui ne font pas de CO2 lors de la production d'électricité. Il y a toujours du CO2 en amont, hein. Ça retenez bien, il n'y a pas d'énergie miracle. Donc effectivement, le nucléaire est une énergie qui est décarbonée, hein. Ça, c'est la physique qui nous le dit. Alors, ensuite. Que pensez-vous des fournisseurs d'énergie premium indiqués par l'ADEME? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ces fournisseurs-là, ils sont engagés auprès de producteurs et ils vont s'engager sur le long terme. Donc, en fait, ils offrent une stabilité et une meilleure, oui, vraiment une stabilité, une vue à long terme du business pour ces producteurs. Et donc ça, c'est vraiment un engagement fort et ça leur permet, certes, ils achètent l'électricité à un prix souvent plus important que le prix de gros du marché, mais c'est pour justement permettre à ces producteurs d'exister et d'avoir une vision à long terme du business. Donc oui, c'est vraiment des fournisseurs premium et ce qu'ils font, c'est plutôt bien. Voilà pour cela. Alors, les garanties d'origine d'électricité donnent-elles droit à des avantages fiscaux au même titre que les garanties d'origine biométhane? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas. On va se renseigner. Je note la question. Alors ça, c'est pour toi, Célia. Donc, il y a des questions sur les PPA. Donc, on va y revenir un peu plus en détail, je vous propose. Donc, les PPA, ça veut dire Power Purchase Agreement. Et c'est un autre dispositif qui permet de soutenir plus directement le développement d'électricité, enfin de capacité de production renouvelable. Et donc, du coup, on va s'intéresser à donc, il y a c'est Célia qui va vous raconter, il y a plusieurs catégories de PPA. Il y a les PPA physiques et les PPA virtuels. Et c'est normalement différent de garantie d'origine. Donc, c'est là, je te relaisse pour représenter ce que c'est que les PPA. Alors, un PPA virtuel, puisque c'est souvent ceux qui sont mis en place, puisque le physique, c'est un peu compliqué. Donc, si vous êtes une entreprise, vous vous engagez sur le long terme à acheter l'électricité d'un développeur, donc d'un porteur de projet, qui va du coup fabriquer une nouvelle infrastructure parce qu'il est sûr de vendre son électricité à un tarif fixé pendant une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment des engagements sur le long terme. Donc vous, tous les ans, vous payez l'électricité au prix qui a été fixé sur le long terme. Et en échange, le développeur, il vous fournit ses garanties d'origine. Et donc, les garanties d'origine, elles vous reviennent. Donc, quand elles sont vendues, c'est vous qui en tirez les bénéfices. Ensuite, vous continuez de consommer l'électricité du réseau, puisque vous n'êtes pas directement relié au développeur. Ça, c'est un PPA, ce serait un PPA physique. Sinon, si vous étiez directement relié à votre développeur. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment être un très gros consommateur, puisque faut que l'infrastructure réponde à vos besoins et c'est en général, elle répond plutôt aux besoins de plusieurs entreprises. Donc, comme je vous disais, vous continuez de vous approvisionner sur le réseau et vous payez, vous payez le prix de l'électricité du réseau. Et en parallèle, le développeur, il va vendre l'électricité au réseau et il va en tirer des bénéfices qu'il vous reverse. Donc, si le prix que vous payez, que vous êtes engagé à payer sur 20 ans, est moins fort que le prix de marché actuel, vous ferez de l'argent. Par contre, s'il est plus faible, vous perdrez de l'argent. Donc, en fait, c'est vous, en tant qu'entreprise, qui prenez le risque des fluctuations du prix du marché plutôt que le développeur. Donc, ça va vraiment inciter les développeurs à faire des projets puisqu'ils courent beaucoup moins de risques. Voilà, j'espère que c'est plus clair.
Euh, Alors, je suis en train de parcourir les questions. Alors, ensuite, de nouvelles réglementations, peut-on influencer dans les appels d'offres vers de nos fournisseurs pour installer les garanties d'origine servant au développement de nouvelles centrales ENR? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez au moins poser la question. Si vous avez plusieurs fournisseurs qui vous proposent des offres, notamment de garantie d'origine, vous pouvez totalement les challenger pour savoir ce qu'il y a derrière, quelles sont les capacités concernées. Est-ce que c'est plutôt l'hydraulique? Dans ce cas-là, vous savez que c'est plutôt des capacités anciennes qui sont largement amorties. Ou alors, est-ce que c'est des nouveaux projets? Est-ce qu'on est sur de l'éolien et du solaire où on sait qu'il y a des besoins de développement importants en Europe? Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible, en tout cas, de challenger vos différents fournisseurs qui vous proposent des offres sur ces sujets. Ça, c'est clair. Alors, commentaire de Madame Lejeune. Donc, les entreprises d'un pays produisant 100% d'électricité fossile, achetant toutes les garanties d'origine d'un produit produisant 100% d'électricité renouvelable, les entreprises du pays fossile peuvent donc combler en market base celles du pays renouvelable en location based. Cela fausserait donc les comptes in fine. Donc effectivement, on peut tout à fait avec le mécanisme des garanties d'origine, on peut être un réseau qui a majorité fossile et se déclarer 100% renouvelable avec le contrat fournisseur. Donc c'est tout le paradoxe, y compris et à cela s'ajoute le fait qu'on ne vient pas financer de nouvelles capacités renouvelables, donc c'est le double paradoxe. Et donc c'est pour ça qu'on dit attention, privilégiez le location base dans votre comptabilité parce qu'au moins ça reflète la réalité physique du réseau sur lequel vous vous branchez, qui est d'abord le réseau national et ensuite évidemment plus largement le réseau européen. Alors, une question de Monsieur Rossignol. Est-ce acceptable de proposer sur le même plan les émissions des scopes 1, 2, 3 et même les émissions évitées avec un total à zéro qui correspond à la neutralité carbone? Donc là, j'imagine que vous faites référence donc, à la diapositive qui a présenté notre vision de c'est quoi les piliers de la neutralité carbone sur l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, c'est ces trois volets sur lesquels il faut travailler. Et ensuite, effectivement, il faut se fixer des objectifs qui soient suffisamment ambitieux pour être en ligne avec ce que nous dit la science, notamment avec la compta carbone. Donc ça veut dire que forcément, l'objectif premier, c'est bien de réduire ces émissions de gaz à effet de serre et se définir une trajectoire de réduction en location base, on aura bien retenu, qui est compatible avec une trajectoire de degrés. Donc ça, c'est le premier pilier en bleu. Et ensuite, c'est juste pour dire que quand on élabore une stratégie carbone, on peut jouer également sur d'autres piliers, donc ça ne nous dédouane pas de se mettre un objectif d'alignement de degrés, de réduire au max ces émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pour dire que il y a d'autres indicateurs qui reflètent la contribution d'une entreprise à la neutralité carbone, que sont les émissions évitées. Et ça, c'est vraiment une vision opportunité parce que ça veut dire est-ce que mes produits et services permettent de réduire les émissions dans ma chaîne de valeur et d'éviter les émissions dans ma chaîne de valeur. Et la séquestration, c'est vraiment, il ne faut pas attendre 2049 ou même 2089 pour commencer à se dire, au fait, il va falloir qu'on plante des arbres pour compenser le talon d'émissions qui va nous rester parce qu'il y aura toujours des émissions de gaz à effet de serre. On n'arrivera jamais à un scénario zéro gaz à effet de serre en induit. Ça, c'est impossible. Donc, il faut penser dès maintenant des projets, notamment de séquestration, et donc notamment ce qu'on appelle le carbone vert. Mais il y a d'autres couleurs au carbone, avec notamment des projets de mangrove, c'est ce qu'on appelle le carbone bleu, ou des projets de séquestration dans le sol, ce qu'on appelle du carbone brun. Et il faut aujourd'hui mettre quand même les financements sur la table pour développer ces projets, parce que malheureusement, on n'est pas sur une bonne trajectoire des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut quand même commencer à proposer des puits de séquestration. Mais encore une fois, ça ne dédouane personne de réduire des émissions de gaz à effet de serre pour qu'ils soient compatibles avec une trajectoire de degrés. Donc ça veut dire, à l'échelle globale, là, on parle d'une réduction d'environ 5 à 6% par an. Donc c'est colossal en termes de rythme. Donc ça, il faut évidemment, c'est la priorité numéro 1, et il faut évidemment le faire et le faire très très vite. Donc, j'ai pris un peu de temps pour expliciter ce point-là. Après, c'est la question de Monsieur Keio. Est-ce que les kilowattheures injectés issus du nucléaire injectés sur le réseau sont intégrés en tant qu'ENR dans les garanties d'origine? Non. Le nucléaire n'est pas considéré comme une énergie renouvelable, parce que l'uranium n'est pas renouvelable.
Certes, elle est décarbonée, mais non renouvelable, donc elle n'est pas éligible aux garanties d'origine. Par contre, c'est possible que votre fournisseur vous dise qu'il propose un mix qui contient du nucléaire. Mais disons que là, le point que mentionne Célia, c'est que le nucléaire n'est pas considéré comme du renouvelable. Ça, c'est pas du tout le cas. Mais dans certains pays, je ne sais plus si c'est le cas en France, mais il existe des garanties d'origine nucléaire. Donc, si vous voulez dire que vous achetez du nucléaire, vous pouvez acheter des garanties d'origine nucléaire. Voilà. C'est pas tellement à la mode, mais ça existe. Alors, est-ce que la cogénération est éligible aux garanties d'origine et le cas échéant, quel est le prix approximatif actuellement? De manière générale, quelles sont les technologies dont les garanties d'origine se valorisent le mieux? Alors oui, la cogénération, elle est éligible. Alors c'est très compliqué, donc il y a certains critères. Donc là, je vous ai fait une petite slide qui explique un peu les critères. C'est notamment des critères de rendement. Donc en fait, déjà, il faut s'assurer qu'il y ait une économie d'énergie primaire supérieure à 10% grâce à la cogénération. Et ensuite, il faut qu'il y ait un rendement annuel supérieur à 80% pour les turbines à gaz avec récupération de chaleur ou à 75% pour les autres types d'installations. Donc voilà, elles sont soumises à des attentes de rendement assez élevées pour pouvoir bénéficier des garanties d'origine. Ensuite, le prix actuel, alors on n'a pas de vision vraiment, parce que comme on disait, le prix, ça se négocie vraiment de gré à gré. Donc, à part vous dire que ça oscille vraiment entre 20 centimes et 5 euros, voilà, c'est quand même une fourchette assez large. Et de manière générale, quelles sont les technologies dont les garanties d'origine se valorisent le mieux? Comme ça, je dirais le solaire et l'éolien, puisque c'est les nouvelles infrastructures qui du coup sont un peu à la mode et les entreprises aiment bien pouvoir dire on achète de l'éolien et du solaire. Celles qu'on trouve le plus, c'est l'hydraulique et par exemple les plus chères notamment, c'est celles qui viennent de Norvège, etc., qui peuvent monter jusqu'à 5 euros. Et là, c'est majoritairement l'hydraulique. Donc ça dépend vraiment des pays et des demandes des entreprises. Ensuite, que pensez-vous des EPD? Donc, c'est Environmental Product Declaration, qui calcule le cycle de vie complet du moyen de production et ne se limite pas au CO2. Donc, effectivement, là, nous, on s'est concentré sur l'aspect carbone, à savoir quelles sont les émissions de gaz à effet de serre associées à des activités. Donc, c'est pas les seuls critères qu'on peut prendre en compte quand on regarde l'impact environnemental de ces activités. Il y a d'autres critères notamment comme la disponibilité des métaux, l'impact eau, l'impact sur la biodiversité. Ça, c'est une très très bonne chose de prendre en compte ces autres critères. D'une façon générale, c'est pas une très bonne idée de prendre des décisions sur la base d'un seul critère. C'est-à-dire que le CO2 aujourd'hui, évidemment, est un critère indispensable de prise de décision parce que évidemment, là, on a une urgence climatique qui fait qu'il faut absolument qu'on respecte un budget carbone au niveau global, donc on contraigne les flux au maximum des émissions de gaz à effet de serre, donc arrêter de dépendre au maximum du pétrole, du charbon et du gaz, pour rester en dessous d'une augmentation de température de plus de degrés par rapport aux conditions pré-industrielles. Donc c'est une urgence absolue de prendre des décisions au regard de ce critère-là, mais ce n'est pas le seul critère et c'est clairement une excellente idée de considérer d'autres critères environnementaux pour aussi parfois privilégier le bon sens parce que souvent, on peut avoir des petites surprises parfois quand on regarde que en carbone et c'est toujours bien de regarder d'autres critères qu'ils soient environnementaux ou sociaux pour prendre des décisions évidemment. Et donc la suite de la question, c'est peut-on utiliser ces EPD en cycle 3 amont lors du bilan carbone? Alors le cycle 3 amont, donc c'est le scope, j'imagine que vous parlez du scope 3 amont lors du bilan carbone. Donc même on peut l'utiliser pour l'impact sur toute la chaîne de valeur, donc y compris le scope 1 et 2. C'est-à-dire que c'est tout à fait pertinent de regarder d'autres indicateurs, non seulement en amont, mais aussi scope 1 et 2 et aussi en aval. De toute façon, c'est toujours bien de privilégier des approches cycle de vie, quel que soit l'indicateur qu'on analyse. Après, tout sera toujours remis. Enfin, le scope 2, c'est pour le calcul du bilan carbone, donc on parle carbone. Après, voilà, il faut considérer les EPD à côté pour bien tout prendre en compte. Et parfois, on peut ramener, tous les gaz, on peut les ramener en équivalent CO2, mais c'est toujours concernant le réchauffement climatique. Donc oui et non. Enfin, on les prend pas en compte parce que là, on parle de CO2 quand on parle du calcul des scopes.
Mais il faut oui, regardez-les, quoi, c'est important. Question de Monsieur Claval. Changer de fournisseur d'énergie pour un fournisseur petit producteur comme Enercop ou Énergie d'ici a-t-il un intérêt supplémentaire en termes de bilan carbone? Ah, c'est une bonne question. Donc, indépendamment, par exemple, si moi, à titre individuel, je veux me fournir en approvisionnement ENR, qu'est-ce que ça va faire par rapport aux émissions, par exemple, de la France? Donc là, en fait, c'est vraiment, il faut voir, ça veut dire que si j'installe des nouvelles capacités de production ENR dans un pays, qu'est-ce que ça vient remplacer d'existant? C'est-à-dire, est-ce que je vais me substituer à un mix électrique qui était plutôt fossile ou plutôt décarboné? En France, avec le nucléaire, qui est une énergie non renouvelable mais décarbonée, le facteur d'émission moyen, c'est-à-dire les kilos de CO2 par mégawattheure produit en France, est bas parce qu'on a une prépondérance du nucléaire, pardon. Donc, quand on vient ajouter une nouvelle production renouvelable en France, ça évite très peu d'émissions parce que le facteur d'émission de la France est déjà très bas. En revanche, si vous allez installer des nouvelles productions renouvelables, notamment en Allemagne, où le mix électrique est notamment basé sur l'utilisation du charbon, là, vous venez substituer une partie du parc qui était normalement fossile. Il faut faire attention avec les enjeux, avec l'électricité en base et l'électricité en pointe, mais il y aura quand même des émissions évitées. Donc, en gros, il faut garder en tête que en France, aujourd'hui, sur la partie électricité, ajouter des renouvelables, ça vient pas beaucoup baisser les émissions de gaz à effet de serre. En France, là où il y a les gros leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ils sont sur le transport, le bâtiment, l'agriculture et l'industrie. Parce que c'est ces émissions-là qui sont où il y a beaucoup de carbone et d'autres gaz à effet de serre, notamment pour la partie agriculture. En revanche, sur d'autres pays qui ont un mix électrique de base plus carboné, là clairement le développement des ENR fait de l'électricité bas carbone. Donc évite des émissions. Donc réduit son bilan carbone à titre individuel. J'espère que ça a été clair. Les slides seront-elles envoyées aux participants? Oui, on vous enverra des diapositives. Ah, l'ADEME dit l'inverse. Alors, dans quelle mesure les mécanismes garantis pourraient-ils remplacer celui d'un tarif d'achat? J'ouvre votre lien. Hein. Alors, le lien est moins de CO2. Bon, on prendra le temps de lire, mais globalement, en France, que ce soit ajout ou réduction d'émissions sur la partie électrique, ce sera forcément faible parce qu'on est sur un mix décarboné. Alors que si on ajoute des nouvelles capacités renouvelables dans un pays où le mix est carboné, forcément, il va y avoir beaucoup d'émissions évitées. C'est ça mon point. Dans quelle mesure le mécanisme de garantie d'origine pourrait-il remplacer celui du tarif d'achat? Du coup, comme le disait Célia, il pourrait y avoir en fait un complément, c'est-à-dire que même les capacités qui bénéficient du tarif rachat participeraient à ce mécanisme d'enchère, comme le décrivait Célia, qui viendrait alimenter un fonds qui viendrait lui-même réalimenter les tarifs d'achat en fait. C'est ça, resubventionner en quelque sorte le développement des énergies renouvelables. Donc ça ne va pas remplacer le tarif d'achat, ça va éventuellement venir s'ajouter avec ce nouveau mécanisme d'enchère. Mais aujourd'hui, le tarif d'achat est bien plus avantageux que les prix des garanties d'origine pour les développements renouvelables. Dernière question, puisqu'après dernière question, parce que c'est la fin. Merci pour vos questions. Fin 2018 est sorti sur la presse un sujet sur les garanties d'origine au vecteur hydrogène, tout à fait, pour le stockage d'électricité. On savait plus davantage sur ce sujet. Là, tout de suite, je n'ai pas les chiffres. Je sais que ça se développe, tout comme le biogaz. Hein. Il y a des garanties d'origine sur le biogaz, donc il y a d'autres types de garanties d'origine qu'il est intéressant d'explorer. Donc effectivement, l'hydrogène est un des futurs volets pour la partie garantie d'origine. Nous allons clôturer ce webinaire. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Et n'hésitez pas à vos dispositions avec Célia pour compléter les échanges. Je vous mets une petite slide avec nos adresses mail si besoin.
Merci beaucoup. Au revoir.